Elle, c'est Mentona Moser, qu'on appelle aussi la communiste à perles. Une femme qui est capable de lever le poing en criant « Vive la Révolution !» sans pour autant renoncer à ses bijoux. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les Bulles de Flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Imaginez une femme élégante qui descend d'un train, drapée dans un manteau de fourrure. Elle a un chapeau impeccable, des longues perles qui oscillent au rythme de ses pas, et autour d'elle, il y a des camarades du Parti communiste qui la saluent, qui ont l'air un peu surpris de la voir, et pourtant elle est bien là. Elle, c'est Mentona Moser, qu'on appelle aussi la communiste à perles. Une femme qui est capable de lever le poing en criant « Vive la Révolution !» sans pour autant renoncer à ses bijoux et à son élégance. Une héritière rouge. Mais pour comprendre comment on devient une communiste en manteau de fourrure, eh bien, nous allons remonter un peu dans l'histoire pour découvrir l'histoire de Mentona Moser. Mentona, elle naît le 19 octobre 1874 à Badenweiler. On est à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne. On est surtout sur l'île d'Au, qui est une île pour personnes très très fortunées. Et comme son père est un horloger et qu'il est le fondateur d'une maison d'horlogerie qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle H. Moser, comme Heinrich Moser et compagnie, qui est basée à Schaffhouse, évidemment qu'il y a de l'argent dans la famille. Et puis sa mère, c'est Fanny. C'est Fanny Moser, dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent. Cette fameuse Fanny Moser, née Fanny von Sulzer-Wart, qui va devenir une patiente du docteur Freud, mais qui est surtout issue de l'aristocratie suisse. Et oui, il y a une aristocratie en Suisse. Mais bon, c'est pas parce qu'ils sont pleins d'argent que les choses vont très très bien se dérouler, puisque son père va mourir 4 jours après sa naissance. Donc Mentona, elle arrive au monde avec un papa, et très vite, elle va se retrouver orpheline. Et avant de passer à la suite, il faut quand même que je vous explique pourquoi elle s'appelle Mentona. Parce que c'est un prénom plutôt original et assez peu couru, hein, vous êtes d'accord avec moi, j'imagine. Pourquoi Mentona s'appelle Mentona ? C'est déjà la première surprise. Eh bien, Mentona, c'est le nom qui lui a été donné par ses parents, qui ont effectué un séjour très heureux, disent-ils, à Menton, sur la côte d'Azur, près de la frontière entre la France et l'Italie. Et ils ont adoré cette région, donc ils ont choisi d'appeler leur fille Mentona. Peut-être même qu'elle a été conçue à cet endroit, l'histoire ne le dit pas. Le problème, c'est qu'au moment où il a fallu aller inscrire Mentona à l'état civil, personne n'a été d'accord que ce prénom devienne un prénom officiel. C'est pour ça que dans son livret de baptême, Mentona, elle apparaît sous le nom de Louise, parce que les pasteurs de l'époque, peut-être que les pasteurs d'aujourd'hui encore, je ne sais pas, n'accepte pas ce genre de prénom. Et donc elle a dû prendre un prénom plus agréé par la religion et par les usages. Mais par la suite, elle a choisi Mentona comme nom de plume et comme prénom d'usage. Donc c'est sous ce prénom-là qu'on la connaît et c'est sous ce prénom-là qu'elle s'est présentée tout au long de sa vie. Donc pour nous, ça va être Mentona. Donc Mentona, elle va grandir dans une grande maison, dans ce château d'Au qui est posé au bord du lac de Zurich. Et elle grandit dans le luxe absolu, dans l'opulence, puisqu'il y a énormément de fortune dans cette famille. D'abord par sa mère aristocrate, mais aussi par son père horloger et industriel. Il y a plein d'argent et elle ne va jamais souffrir de difficultés financières, Mentona. En tout cas, pas à cette époque-là de sa vie. Mais par contre, elle va avoir des conflits assez réguliers avec sa mère. La relation avec sa mère va être assez compliquée. Puis comme on l'a vu, Fanny, elle va s'en aller puisqu'elle va partir se faire soigner par le docteur Freud. On en a parlé dans un autre épisode. Et donc Mentona, elle grandit élevée plutôt par le personnel, par des bonnes, des professeurs privés, des domestiques. Et elle grandit dans un profond isolement, ou en tout cas un sentiment profond d'isolement.
Elle va aussi être malade. Quand elle est petite, elle contracte une poliomyélite. C'était une maladie qui était assez courante chez les enfants à cette époque-là. Et ça va la laisser boiteuse. Donc elle est pas très solide d'un point de vue de sa santé. Avec sa mère, la situation se tend un peu. Et puis à un moment donné, sa mère décide de l'envoyer dans un pensionnat. Et elle l'envoie en Angleterre, à Wimbledon, quand elle a 14 ans. Donc Mentona, elle part à ce moment-là vivre ailleurs, vivre dans un pensionnat. Et elle quitte sa famille. Et un jour, avec les personnes qu'elle fréquente au pensionnat, une de ses enseignantes l'emmène visiter les quartiers pauvres de Londres. Et ça va avoir un énorme impact sur sa vie, parce que c'est ce jour-là que Mentona découvre ce que ça veut dire la pauvreté, ce que ça veut dire la misère, la saleté, et puis les enfants qui n'ont même pas de chaussures pour se promener dans la rue. C'est un vrai choc pour elle, c'est un énorme choc. Et elle comprend ce jour-là qu'on peut tout à fait naître dans le confort et choisir de ne pas y rester, de ne pas s'y complaire, même elle le dira. Elle dira plus tard, elle va écrire une autobiographie qui s'appelle Ich habe gelebt, qui a jamais été traduite en français, qui n'existe qu'en allemand, qui a été publiée en 1986 chez Limat Verlag, qu'on trouve encore en Suisse, et qui avait été d'abord publiée une première fois en République démocratique d'Allemagne, mais tout ça on y viendra plus tard. Et dans cette autobiographie, elle écrit « L'aumône démoralise ». L'aide doit rendre les gens autonomes. Et ça va devenir un vrai credo, parce que pour elle, c'est capital de donner des moyens aux personnes les plus défavorisées, de pouvoir mener leur vie, de pouvoir continuer d'avancer et de pouvoir avancer digne, en fait. Et ça va beaucoup orienter son existence, on va le voir tout à l'heure. Elle va ensuite rentrer en Suisse et puis grandir un peu, mais à la fin du siècle, elle va retourner en Angleterre, elle va étudier la zoologie. Puis elle se formera aussi au Settlement Movement à Cambridge, qui est un courant pionnier du travail social moderne. Donc ça va devenir une travailleuse sociale, Mentona, parce que c'est ça qui la guide. Elle va soigner, enseigner, partager le quotidien des personnes les plus pauvres, et puis elle va comprendre que la justice sociale, et elle va le comprendre un peu à travers sa propre chair, la justice sociale, c'est pas une affaire de bonne volonté, mais c'est une affaire de structure à transformer. Elle a 29 ans quand elle fonde les premiers cours de travail social pour les femmes. Elle le fait avec une autre Suissesse qui s'appelle Maria Fiertz, qui est une innovation totale à l'époque. Personne n'avait pensé à faire une chose pareille. Elle va aussi créer une association pour les aveugles et un centre d'accueil pour les tuberculeux. Et elle va surtout s'engager corps et âme pour la formation des femmes dans les métiers du soin, mais aussi dans l'administration sociale. Donc les origines du travail social, les racines du travail social en Suisse viennent, pas que d'elle, mais aussi d'elle, de Mentona Moser. Et elle va écrire un premier essai qui s'appelle Die weibliche Jugend der oberen Stände, où elle va s'en prendre frontalement à la logique paternaliste et à la charité paternaliste. Elle dit ceci, elle dit « La jeunesse féminine doit apprendre à servir l'humanité et pas son image dans le miroir ». Bon, elle est quand même très clairement engagée et elle sait que c'est important de se battre et de ne jamais arrêter de se battre. C'est même ce qui l'a fait vivre, c'est ce qui l'a fait respirer. Alors elle va quand même tomber amoureuse, je dis elle va quand même tomber amoureuse. Elle va tomber amoureuse d'un homme qui s'appelle Hermann Balziger, qui deviendra un juge cantonal à Zurich. Et nous sommes en 1909 quand elle décide de l'épouser. Et avec Hermann, elle va avoir 2 enfants. Hermann, il est très ouvert et il lui laisse beaucoup de place, il lui laisse faire sa vie. Donc on est dans une époque évidemment où c'était très rare et où les femmes étaient plutôt censées obéir au doigt et à l'œil. C'est pas tout à fait le cas dans le couple de Mentona et d'Hermann. Mais malgré tout, il y a quand même des difficultés, il y a quand même des divergences qui vont s'accentuer parce que elle est de plus en plus engagée dans les milieux ouvriers et puis lui, il fréquente les tribunaux. Donc il est en train de grimper dans la hiérarchie pendant qu'elle n'arrête pas de descendre dans tous les quartiers populaires et dans tous les espaces où il y a de la misère et où elle peut agir et elle peut marquer de son empreinte et surtout essayer de faire bouger ces fameuses structures. C'est pour ça qu'en 1917, elle va demander le divorce. Et vous avez vu dans les épisodes précédents des guerrières suisses, on le sait, le divorce, c'était le scandale absolu. Donc évidemment, elle ne va pas y échapper. Elle va aussi traverser un scandale avec cette décision. Mais surtout, elle se retrouve à 43 ans avec 2 enfants qu'elle doit continuer d'élever, qu'elle doit continuer d'accompagner et de nourrir. Et une conviction absolue,
qui est que la liberté vaut bien plus que la respectabilité. C'est pour ça qu'elle va rejoindre le Parti socialiste, et puis qu'en 1921, elle va cofonder le Parti communiste suisse. Et là, on se retrouve autour de personnalités qu'on connaît un peu, Rosa Bloch, Clara Zetkin, et puis Fritz Platten. Dans ces réunions, elle est hyper engagée, c'est elle qui mène la barque souvent, elle est parfois même jugée trop directive parce qu'elle ramène sa fraise sans arrêt, mais elle est aussi brillante, elle est décidée. On l'a dit peut-être autoritaire, on l'a dit peut-être un peu impérieuse, mais franchement, elle a plutôt envie de dire qu'elle est efficace et qu'elle veut faire avancer les choses pour de vrai. C'est de cette héritière totalement révolutionnaire dont on parle dans cet épisode et dont on reparlera demain dans l'épisode suivant, parce que sa révolution, elle ne va pas du tout s'arrêter aux frontières de la Suisse. Au contraire, Mentona, elle est promise à beaucoup voyager. On va la retrouver à Moscou, à Berlin, en Allemagne de l'Est, et elle va absolument jamais lâcher quoi que ce soit de ses combats, de ses contradictions peut-être, et de ses fidélités. Mais tout ça, on le voit dans l'épisode de demain. Je suis Florence Hugui, dite facilitatrice des impossibles, et je vous le rappelle, on ne naît pas libre, on le devient à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Alors, à bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.